Est-ce que vous vous souvenez d'Ici Lundi ? Dans l'épisode 31, Grégory et Kitry nous racontaient comment ils imaginaient et animaient des espaces de travail de dingue à Nantes. Eh bien, aujourd'hui, ils reviennent avec une toute nouvelle offre d'aménagement de bureaux qui s'appelle Canon. Leur idée ? Vous partagez toute leur expérience pour vous aider à réaliser et à opérer votre bureau idéal. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ont passé plus de 10 ans à réfléchir aux meilleurs espaces de travail et je peux vous dire qu'ils ont eu le temps d'en tester des idées et n'ont gardé que les meilleurs, archi approuvés par toute la communauté d'entrepreneurs qui y travaillent, dont votre fidèle hôte. Et puis avec eux, c'est carré. Pas de mauvaise surprise, leurs experts, comme Claire, imaginent des moodboards, vous proposent des idées d'aménagement qui collent à vos besoins pour vous aider à vous projeter. Pas de galère de suivi de chantier, ils gèrent tout, des plannings au corps de métier. Tout ça dans une ambiance fun parce que bon, il faut quand même le dire, l'équipe est trop sympa. Bref, la confiance est là et vous pouvez vous concentrer sur ce que vous aimez faire le mieux, travailler. Alors si vous êtes intéressé et que vous souhaitez en savoir plus, retrouvez toutes les infos sur leur site hellocanon.fr. Merci Ici Lundi de soutenir Rayonnante et maintenant, place à l'épisode. Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. La vie, c'est une stratégie. On est tous dotés d'un corps, d'un esprit, de talents, de défauts, et en fonction de ce qu'on est, on adopte une stratégie. Aujourd'hui, je reçois Vincent Roux. Vincent, serial entrepreneur passionné, à l'origine de success stories locales telles l'agence Intuiti. Au micro de Rayonnante, il nous embarque dans son histoire, celle d'un homme qui repousse les limites de l'entrepreneuriat et laisse sa marque dans chaque projet qu'il entreprend. Ensemble, on revient sur ses succès, ses défis et ses failles personnelles. Des failles qui l'ont poussé à dépasser ses limites et à entreprendre à nouveau. Un bel exemple de résilience et de combativité. Bonjour Vincent. Bonjour Éléonore. Bienvenue dans Rayonnante. Merci. Alors Vincent, on se retrouve aujourd'hui dans les locaux de ton nouveau projet. On va s'en reparler un petit peu après. Vincent, tu as 45 ans, tu es marié, tu es père de 3 enfants et tu es surtout connu ici sur la place nantaise pour être un multi-entrepreneur. Et on va commencer d'ailleurs par parler de ça. Multi-entrepreneur à succès, tu as démarré jeune. J'aimerais savoir du coup d'où te vient cette soif d'entreprendre. Ah, c'est une bonne question. En tout cas, elle est partie d'un besoin de liberté, ça c'est sûr, au départ. Je ne suis pas certain que j'ai été totalement happé par l'idée de travailler dans le numérique parce que c'était vraiment ma passion ou quoi que ce soit. Même si j'adorais ça gamin, c'était dans l'émergence de l'informatique, les vieux PC, la CPC, les Amstrad, etc. C'est comme ça que j'avais démarré. Puis après, le code m'a intéressé. Et voilà. Mais en tout cas, c'est pas ça qui m'a tiré vers l'entrepreneuriat. C'est plus que, en faisant mon école de commerce, je me suis dit, je crois que j'ai quand même vraiment envie de faire ce que je veux. Et pas d'être complètement embrigadé dans une philosophie d'entreprise. En plus, tu sors d'école de commerce, c'est pour des grosses boîtes. Donc voilà. Donc c'est parti de là. Et puis après, ce besoin de réalisation, c'est-à-dire et double, réaliser un projet et se réaliser, quoi. Il y avait ce besoin-là aussi. Et après, le dernier point caché, c'était l'amour, parce que en fait, j'avais rencontré ma future femme à l'époque, et il se trouve que elle était prédisposée à reprendre l'entreprise familiale depuis 3 générations, et c'était à Nantes. Et donc je me suis dit, si je veux être sûr de faire un truc qui me plaît, passionnant, etc., intéressant et rester libre. Et à Nantes, alors il faut que j'entreprenne aussi. Et alors justement, si on revient à l'origine, toi tu n'es pas nantais, tu es mayennais d'origine. Ouais. Voilà, je voulais savoir un peu comment s'est passée ton enfance en Mayenne, dans quel environnement tu as grandi. Eh bien, justement, j'ai beaucoup déménagé en fait. Donc peut-être qu'il y a un peu de ça aussi dans mon besoin de nouveauté et d'aller chercher quelques terres inexplorées, même dans l'entrepreneuriat. Mais donc j'ai pas mal bougé. Donc ça m'a permis de développer un certain nombre de qualités de relations interpersonnelles, de qualités humaines, d'adaptation, de rencontres, d'aller au-devant des gens. Parce que quand on arrive quelque part, personne ne nous attend. Donc ça m'a façonné pas mal, ça, cette période-là.
Mais après, j'étais petit, maigre, donc il fallait que je sois rigolo pour être, pour être accepté par les autres. Donc je faisais pas mal le rigolo. Et j'avais pas un goût énorme pour l'école. Je suis arrivé à Nantes pour faire mon IUT. J'ai fait d'abord une année à Cardiff University, où du coup j'ai fait une année de European Business Management. Okay. Voilà, donc j'arbore fièrement le diplôme de cette école, mais pour être totalement honnête, je ne suis pas certain vraiment de l'avoir eu. Je sais que je suis allé de temps en temps en cours, mais j'étais surtout au pub. Donc maintenant il y a prescription, je peux le dire, et mon père ne m'en voudra pas d'avoir un peu resquillé sur ce sujet-là. Et alors, ce que j'aime bien, c'est que tu te décris comme profondément attaché à ton territoire. Je te cite. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as trouvé ici, finalement ? J'ai trouvé une terre d'entrepreneurs, en fait. C'est ça qui m'a plu aussi. Et entrepreneur au sens large du terme, avec un grand E, c'est pas... entrepreneur, c'est pas juste créer des entreprises, quoi. C'est avoir des initiatives associatives, c'est avoir des initiatives dans sa propre entreprise, d'aller chercher aussi à faire bouger les lignes dans sa propre entreprise, voilà, juste l'esprit d'initiative, quoi. Prendre avec la main, entreprendre. Enfin, c'est ça au niveau étymologique. Donc, c'est se saisir des choses. Et je trouve que c'est un territoire hyper dynamique pour ça. Les gens sont dans cette dynamique-là. Et il y a un autre aspect que je trouve vraiment intéressant sur le territoire, c'est qu'il est décloisonné. C'est un territoire qui est jeune, hein, qui s'est fait de manière jeune, puisque c'était un territoire sinistré après la fermeture des chantiers, après la fermeture des usines Lu. C'était compliqué économiquement. Il n'y avait pas de projet. Donc après, bon, je passe toute l'histoire, mais il y a eu les allumés, etc., qui ont relancé par la culture et tout. Et donc c'est une terre de challenger. Il n'y a pas d'élite qui, à un moment donné, ont phagocyté l'économie ou le territoire. Donc il n'y a pas une grosse industrie du vin, pour ne pas parler de Bordeaux, ou de l'aérospatiale, pour ne pas parler de Toulouse. Voilà, il n'y a pas vraiment de gens qui ont sclérosé les relations, ou en tout cas, ou confisqué l'initiative. Et donc, pour ça, le territoire est assez remarquable. Et ça se parle entre les industries, avec le numérique, avec le politique aussi. Donc, voilà, il y a cette culture où toutes les portes sont ouvertes. Et l'important, c'est, OK, entre, c'est quoi ton initiative ? C'est intéressant, viens, on va regarder. Je te dis pas qu'on pourra faire vraiment, mais en tout cas, la porte est ouverte, quoi. Ouais. Et en ça, pour toi, c'est décloisonné. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je trouve que Nantes aujourd'hui est très connue pour l'aspect numérique, pour l'industrie numérique. On parle beaucoup de ça quand même dans les médias. Mais toi, tu dirais qu'il n'y a pas que ça finalement. Ah non, ouais. Non, il y a de superbes ETI dans l'industrie, dans la logistique, dans la fabrication, dans l'aéro aussi, hein, dans l'aéro, dans le nautisme. Il y a énormément d'entreprises qui sont très souvent, à la pointe. On a quand même beaucoup d'entreprises sur notre territoire qui sont à la pointe de l'innovation, à la pointe de... De toute façon, on le sent, même les chiffres parlent d'eux-mêmes sur le territoire. Le taux d'emploi, le dynamisme économique, et on a cette ouverture sur la façade maritime, on a aussi cette ouverture sur ce territoire agricole aussi, qui est quand même tout en proximité avec la Bretagne et puis le Sud-Loire. Non, on a vraiment des ingrédients absolument majeurs que plein d'autres régions n'ont pas en France, ça c'est sûr. Ouais. Et alors, si on revient à toi, sans transition, tu étais étudiant à Audencia, dans le cadre de tes études, tu fais ce premier stage chez Capgemini. Et là, du coup, c'est drôle parce qu'en intro, tu as parlé tout de suite de liberté. Et du coup, tu vois, dans mes notes, j'ai noté une phrase justement où tu parles de liberté. Tu réalises à ce moment-là que la liberté n'a pas de prix, donc pour te citer. Et tu souhaites alors acheter cette liberté en montant ta première boîte. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Écoute, Capgemini ou une autre boîte, je veux surtout pas jeter l'opprobre sur telle ou telle entreprise. C'est pas du tout le sujet. Et en plus, je regrette pas du tout d'être passé par Capgemini parce que ça a été une école fantastique. Donc, sur la manière de former les collaborateurs, sur les process, sur l'accompagnement des clients et tout. Donc voilà, c'est vraiment pas. Ça ne m'a pas convenu. C'est pas pareil. Je dis pas que c'est pas bien. Simplement, ça ne m'a pas convenu parce que je pense que c'est une taille d'entreprise où on se détourne de la mission première de l'entreprise. C'est-à-dire que ça devient une grande comédie humaine parce que forcément, quand il y a plein de monde, etc., ça devient de plus en plus politique à l'intérieur d'une entreprise. Et moi, je n'étais pas à l'aise dans ce type de relation. Voilà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des obligations de P&L, comme on dit, donc de compte de résultats, d'affectation des ressources,
Et pour cause, je veux dire, c'est des boîtes qui ont des enjeux financiers qui sont majeurs. Et ben, là non plus, je ne me suis pas complètement reconnu là-dedans, mais probablement aussi lié à mon âge, c'était que moi, je voulais explorer la mission, l'usage, la promesse, la valeur, la richesse qu'on pouvait amener aux gens, quoi. Donc, savoir si j'étais affecté à 80% du temps ou à 50% du temps, je m'en fichais, moi, finalement. Et donc, bon, voilà, je voyais des pratiques qui n'étaient pas en lien directement avec mes valeurs par rapport à ça. Bon, j'ai appris à mes dépens après que la finance, c'était quand même diablement important. Et pourtant, j'avais fait des études là-dedans. Mais en tout cas, ça ne peut pas être juste le commerce et la mission qui font les choses. Quoi qu'il advienne, je ne me suis pas retrouvé dans cet environnement-là. Et à la fin de mon stage, avant la fin de mon stage même, un certain septembre 2001, c'est pas lié à la chute des tours, hein. C'est trouvé que ça c'est tombé à ce moment-là, mais je suis allé voir mon maître de stage, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu pourrais m'accorder de ne plus venir pour les 3 derniers mois de mon stage pour que je puisse me consacrer à la création de mon entreprise. Et il m'avait dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, bah écoute, je pense qu'il y a quand même un paquet de choses à faire au niveau des sites internet, etc. Bon, il faut se remettre plus de 20 ans en arrière. Et il me dit, ah bon, t'y crois toi à ce truc-là, internet? Je dis, ouais, bon. Je dis, bah ouais, en tout cas, ça me branche, j'ai envie d'aller explorer ça. Il me dit, ok, vas-y, fais-le. Je pense qu'il voyait aussi qu'il n'avait pas forcément de mission sur lesquelles il allait pouvoir m'affecter pour les 3 prochains mois. Donc ça lui évitait peut-être un intercontrat ou j'en sais rien, bref. Non, mais en tout cas, très gentiment, il m'a autorisé à faire ça. Et donc pendant 3-4 mois, je me suis consacré, puisque j'avais pas cours du coup à ce moment-là, j'ai pu me consacrer à la création de l'entreprise. Et à imaginer que je pouvais être dans le conseil, en création de sites internet, etc. Moi qui n'en avais jamais créé et moi qui, du haut de mes 23 ans, quoi. Donc, c'était pas 24 d'ailleurs. C'était pas hyper crédible. Mais bon, je me suis lancé comme ça. Et puis après, après tu itères, hein. Tu vois bien que le conseil, tu te prends des portes dans la figure. Parce que les gens ils te disent, mais qu'est-ce qu'il veut le petit jeune là? Il veut nous expliquer quoi? Même si c'était Internet et que il valait mieux avoir une image jeune parce que c'était une nouveauté. Et finalement, j'ai fini par faire mes propres sites. Parce que je te coupe, excuse-moi. Non, je t'en prie, au contraire. Je t'imagine là, je me dis, t'avais quoi? T'avais 23, 24 ans, tu prends ton... T'es allé démarcher qui? Enfin, t'étais pour leur vendre quoi? Enfin, t'as fait comment en fait? Tu vois? En fait, c'est un peu la théorie de la tache d'huile, c'est-à-dire que tu rends des services à l'entreprise de ta future belle famille sur l'équipement informatique, sur l'installation du réseau, sur le fait qu'ils avaient besoin d'un site internet. Et puis l'ami de l'ami qui dit, moi aussi j'ai besoin d'un site internet, donc est-ce que tu pourrais pas me le faire? Puis après tu parles de plus en plus de ce que tu fais, donc les gens disent, tiens, je connais quelqu'un qui a peut-être besoin de ça aussi, et compagnie. Puis au début... t'es tout petit, t'es pas cher, t'es corvéable à merci, donc finalement t'as les gens qui te confient des choses, et puis toi tu t'appliques à travailler plus que certains parce que tu as envie que le travail soit apprécié et que ta réputation se fasse gentiment. J'avais pas d'investissement, j'avais besoin de quoi? D'un ordinateur, un bureau. Tu t'étais formé, j'imagine, quand même, parce que tu disais que tu connaissais pas. Oui, tu t'auto-formes, ouais. Tu t'auto-formes, tu achètes des bouquins sur le code, tu commences à faire tes propres sites. Et puis arrive un moment où, par une rencontre que mon père m'avait permis de faire aussi, c'est là où, clairement, dans l'entrepreneuriat, il y a une certaine forme d'injustice sociale, hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même du réseau pour te permettre de donner des effets de levier au départ. Hein. Moi, ça m'a demandé probablement moins d'efforts que quelqu'un qui viendrait de nulle part, tu vois, qui connaît aucun entrepreneur autour de lui, quoi. Bon. Donc j'ai eu cette chance. Par rencontre, quelqu'un qui avait besoin d'un salarié sur le web, mais pas à plein temps. Je dis, écoute, moi, je prends le deuxième mi-temps, puis après je l'ai pris à plein temps, puis après ton deuxième salarié, puis ton troisième salarié, etc. Et en parallèle de ça, il faut aller de temps en temps en cours pour essayer d'aller décrocher ton diplôme quand même à Audencia, parce que t'es pas à l'abri que ton truc se plante, et donc accessoirement, tu te dis, je vais assurer mes arrières. Donc en fait, très rapidement, tu as embauché les salariés? Oui, au bout de la première année, ouais. Et comment est-ce qu'on réagit, tous tes proches, là, quand tu leur as annoncé que tu lançais ton entreprise? Mon père, directement, m'a dit, c'est une connerie, va donc faire des conneries chez les autres, apprends avec les conneries chez les autres,
Et comme ça, quand tu monteras ton truc, tu les feras pas chez toi, ça te coûtera beaucoup moins cher. Enfin, coûtera au sens coût, charge financière, mais aussi charge mentale, des conneries qu'on peut faire. Mais évidemment que derrière, il y a un soutien inconditionnel qui se crée. Hein. Il y a de ça. Et puis après, ma chère est tendre. Je pense qu'elle réagit de la même façon qu'aujourd'hui, parce que en fait, elle est partagée entre la confiance qu'elle a en moi de voir que je peux finalement, une fois que je me lance dans un défi, je vais me démerder. Après, est-ce que c'est au niveau de l'ambition des objectifs qu'on s'était fixés? Peu importe, mais après, j'ai un côté où je suis assez singe. Moi, je peux me raccrocher aux branches facilement si jamais c'est compliqué. Et à la fois, cette appréhension mais qu'est-ce qu'il nous fait encore? Qu'est-ce qu'il a besoin absolument d'aller chercher de l'adrénaline, du danger, alors que Audencia, bon poste, bonne école, qu'est-ce qu'il fout, quoi? Mais je pense que de son côté à elle, l'excitation est plus forte de se dire quand même, ça peut être sympa ce qu'il va faire. Et donc là, tu termines ton diplôme à Audencia. Ouais, non sans mal. Mais là-dessus, Audencia a été top parce qu'ils m'ont vraiment facilité la vie. Ils ont adapté mon cursus à ce moment-là. J'étais un des premiers. On était 2 simplement à mon époque à être entrepreneur à Audencia. Donc j'aime bien dire dans la légende que je suis le premier incubé d'Audencia, mais en fait dans la réalité on était 2. Et en tout cas, ils montaient l'espace commun des entrepreneurs. Donc le côté entrepreneurial commençait à être à la mode pour les écoles de commerce. Donc génial, j'étais leur échantillon de départ. Donc forcément ils m'ont filé un petit coup de pouce. Donc bon, ça m'a valu quand même de faire une majeure supplémentaire, donc 6 mois de plus. Ouais, donc tu te retrouves donc diplômé d'Audencia, à la tête de ta structure, qui était déjà Intuiti à l'époque Non, qui s'appelait Artis. Artis. Ouais. Ok. C'était art et technique en latin. Mais en fait, dans l'absolu, c'était parce qu'il fallait apparaître en premier dans les pages jaunes. Donc il fallait un A. Et oui, mais c'était ça la stratégie à l'époque. Hein. Et donc là, vous étiez combien dans la structure? Vous étiez 3, c'est ça? On est monté, donc quand on s'est rencontré avec Intuiti, donc avec Arnaud et Séverine, on a dû se rencontrer en 2005, je pense. Donc moi, j'avais créé en 2001. D'accord. Donc au tout début 2002, officiellement. Et donc en 2005, tu t'associes? Ouais, 2005. En fait, 2005, on commence à travailler ensemble. Comment est-ce que tu avais rencontré tes associés? Grâce à Gilles Certout, un prof de Audencia, qui m'a beaucoup aidé à l'époque d'Audencia dans ma création d'entreprise, et qui avait aidé Arnaud Chéniaud, qui est l'associé à l'époque, aux côtés de Séverine Pirot. Et donc, ça faisait un moment qu'il nous disait « Je pense que ce serait quand même vraiment intéressant que vous vous rencontriez ». Donc, il a été vraiment à l'initiative de 10 ans d'histoire après à suivre. Quoi. Voilà. Première occasion avortée parce que je revenais de Rennes, j'avais crevé un pneu, donc je leur ai posé un lapin inouï, qui fait que je me suis dit wow, ça commence très très mal, ils vont me détester. Et finalement, on a refait l'expérience et sur une nappe en papier du restaurant où on était, on s'est dit tiens, écrivons en quelques lignes ou dessinons en quelques lignes quelle vision on a de notre métier pour les années à venir. Et puis après, on a comparé et on aurait presque pu en faire un calque de nos deux dessins. Donc on a dit ok, on a la même façon de voir les choses, travaillons ensemble. On a travaillé d'abord en partenariat et puis ensuite, je crois que c'était fin 2006, on a décidé d'unir nos destins. Donc on a créé une holding commune et on a apporté les parts de nos entreprises pour pouvoir faire respectivement un tiers, un tiers, un tiers. Donc l'idée n'était pas nécessairement de valoriser financièrement les entreprises, c'était de dire, de toute façon, on était les uns et les autres quand même très modestes quoi, dans nos entreprises. Donc l'idée, c'était pas de faire un combat d'ego pour dire la mienne est vaut tant, donc il me faut tant dans l'entreprise, etc. L'idée, c'était le projet futur. Quoi. Donc un tiers, un tiers, un tiers. Eux venaient aussi du milieu de l'agence. Ils venaient du milieu d'agence avant, ouais. Et donc, eux étaient sur le référencement naturel dans les moteurs de recherche, et moi, j'étais sur la conception et la création des supports de vente autour d'Internet, ou là, on faisait plus trop de CD-ROM, donc voilà. Et c'est à ce moment-là qu'Intuiti est né. Et Intuiti, c'était déjà la marque d'Arnaud et Séverine. D'accord. Et Arnaud a un talent absolument dingue dans sa capacité à
a créé une aura autour de la marque, une aura autour de... Lui-même déjà a de l'aura, je veux dire, c'est indéniable. Et puis il a su créer un nom vraiment sur le territoire. Il a su créer des interactions aussi avec un certain nombre de personnes sur le territoire, là où moi j'étais plus par capillarité. Lui, il est venu dans les associations professionnelles, dans les organisations professionnelles, il a fait connaître la marque. Donc quand on a fusionné en 2009, on a naturellement fait disparaître la marque Artis. Et donc s'ensuit une belle histoire jusqu'en 2021. Oui, c'est ça, ouais. si j'ai bien noté. Où là, tu revends Intuiti. Quel souvenir est-ce que tu gardes de ces années? Waouh, beaucoup de souvenirs. En fait, Intuiti, je vais dire les trois aspects un peu que je garde, c'est le côté de l'équipe qu'on avait réunie autour de nous et où c'était vraiment non, je vais pas faire le coup de la grande famille parce que c'est pas possible, ça, c'est trop galvaudé ça. Mais non, simplement, je pense qu'on avait réussi à créer un esprit dans cette entreprise où chacun avait une certaine forme de liberté à s'épanouir, où on se stimulait les uns et les autres, où voilà, c'était pas rose tout le temps. Hein. Et puis alors, je pense qu'on a été de bien piètres chefs d'entreprise aussi, nous, de notre côté, tous les trois, parce qu'on avait nos propres défauts, nos propres névroses, nos propres trucs à régler entre nous trois aussi, hein, parce que s'associer, c'est jamais simple. Donc je pense pas qu'on ait été parfait pour la plupart des collaborateurs, mais en tout cas, il y avait vraiment un esprit, une ambiance qui fait qu'on avait plaisir à venir les uns et les autres le matin et à rester le soir. Et pas forcément pour bosser, mais juste pour prendre un pot, pour être ensemble, pour partager des choses. Donc il y a ce premier aspect-là. Deuxième aspect, il y avait un aspect très excitant avec des très très gros clients qui nous ont fait confiance quand même. Des gros clients au niveau national et international qui normalement vont vers des grosses parisiennes. Et ils avaient envie de nous faire confiance à nous. Plus des superbes clients ETI, PME du territoire. On a créé une super relation parce qu'en fait, souvent c'était ça l'esprit. On se sentait hyper concerné. Et moi, c'était ce que je retrouvais pas chez Cap ou dans d'autres grosses entreprises. On était hyper concerné par le résultat que ça allait générer pour nos clients. Donc ça, c'était vraiment le deuxième aspect. Et puis le dernier aspect, c'est l'écosystème. Intuiti a été un formidable costume pour aller se promener dans l'écosystème, participer hyper activement au milieu associatif, la cantine numérique, Design in Pays de la Loire, les Learning Expéditions à San Francisco. Évidemment, on en sort, là, le Web Today, qui était un point d'orgue pour nous à chaque fois. Et puis, les organisations patronales aussi, dans lesquelles on essayait d'insuffler un peu d'air frais, de nouvelles scènes économiques, et qui nous ouvraient volontiers la porte, d'ailleurs. Hein. Enfin, je veux dire, on forçait rien. Et ça, moi, je sais que ça a été, c'est ce qui explique d'ailleurs mon projet actuel aussi, en partie, hein, c'est que ça a été un élément d'épanouissement personnel énorme. De dérapage aussi personnel, d'excès, mais en tout cas, ça a été une source d'une richesse, toutes ces rencontres géniales. Et est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir emmené Intuiti là où tu voulais l'emmener? Alors là, pour le coup, je ne peux pas dire autre chose que on, parce que c'est pas juste moi, c'est nous trois. On avait chacun vraiment un apport très important, très complémentaire sur l'entreprise. Et à un moment donné, je me suis retrouvé tout seul à la tête de cette entreprise et on voyait bien que ça fonctionnait moins bien quand j'étais tout seul. En tout cas, moi, j'étais moins à l'aise en tout cas à faire l'exercice. Aussi parce que je me sentais pas mal obligé. J'étais les obligés aussi de mes associés. Donc, tu déploies pas tes ailes de la même manière quand c'est pas directement ton projet. Tu vois. Mais en tout cas, est-ce qu'on l'a amené où on voulait ? Je pense qu'en termes de philosophie, en termes de qualité de service, en termes de qualité humaine qu'on a développée dans l'entreprise, je pense que oui. Il faudrait leur poser la question, hein, s'ils sont d'accord avec ça, mais je pense que oui. En termes d'ambition économique, c'est-à-dire du déploiement où on aurait pu aller plus loin, etc., je pense que non. Ouais. On aurait pu aller plus loin que ça. Maintenant, est-ce que ça aurait été au détriment de la façon dont on gérait notre métier ? Peut-être, je ne sais pas. Ouais. Une fois cette page-là tournée, tu peux nous raconter un peu ce que tu as fait ? Eh bien, en fait, à l'époque, j'avais pour idée de reprendre les parts de mes associés. Je voulais racheter les parts d'Intuiti à mes associés et commencer à raconter une nouvelle histoire avec cette entreprise. Voilà, je me suis heurté évidemment à un certain nombre de difficultés et la principale était qu'on ne s'est pas mis d'accord sur le prix.
Et en parallèle, moi, j'accompagnais une grosse ETI qui s'appelle IDEA à Saint-Nazaire, dirigée par Bruno-Hugues Delarose et Nicolas de Rouault. Et là, il y a une opportunité qui se crée au moment où finalement j'arrive dans l'impasse avec Intuiti, où ils me demandent de les accompagner sur une spin-off, une filiale qu'ils veulent créer, une filiale innovante, sur la base du transport logistique, et du coup, très numérique. Et ils me disent, aide-nous à trouver quelqu'un qui pourrait prendre le lead d'un projet comme celui-ci. Et au moment où je me trouve dans l'impasse, boum, on se cogne la tête contre le lavabo, on se regarde dans la glace et on se dit, mais au fait, c'est moi ce gars-là. C'est moi. Voilà mon prochain véhicule, mon prochain projet, celui où je vais pouvoir peut-être du coup complètement m'épanouir, me sentir beaucoup plus libre de mes gestes. Le sujet est super intéressant, allons-y quoi. Et je leur propose, et ils me rétorquent, bah écoute, on n'osait pas te le proposer. Donc super, synchronisation impeccable. Donc je me lance là-dedans. Donc je vais voir mes associés, je leur dis bon bah écoutez, comme on ne se met pas d'accord, il faut qu'on trouve une solution parce que dans 3 mois je suis parti. J'ai mis cet ultimatum. Mais de temps en temps, dans la brutalité, mais pas au mauvais sens du terme, mais dans une certaine forme de radicalité, bon, les choses bougent au moins, quoi. Sinon, bon, bah, dans 12 mois, ce serait bien que, patati, patata. Bon, bah, la temporalité, dans 12 mois, enfin, moi, je sais même pas où je suis dans 12 mois, quoi. Donc, qu'est-ce qui aura changé? Qu'est-ce qui aura... C'est très difficile. Et il s'est trouvé que ça nous a permis d'accélérer une transition. Et on a essayé, à ce moment-là, on a essayé de vendre. Mais tous les acheteurs disaient, mais monsieur Roux, vous restez? Je dis, bah non. Ah bah non, moi. non, même pas en rêve. Non, regardez, voilà les clés, voilà l'entreprise, c'est une super boîte. Voilà. Il dit, ouais, mais nous, on n'a personne à mettre. Et puis, si vous partez, potentiellement, l'entreprise va se déliter. On va acheter une coquille vide. Ce qui est probable, en plus. Donc, nous, dans notre grande naïveté, on se dit, bah si, ça va se vendre, quoi. Et donc, ils ont dit, non, nous, on achète s'il y a un taulier, quoi. Donc là, on est passé sur l'idée de se dire, OK, il nous faut un DG. Donc, on a trouvé ce DG. Assez rapidement, finalement, par bouche à oreille, comme quoi tout résonne. Hein. À un moment donné, la synchronicité se fait. Bah oui, on est connu dans l'écosystème, l'entreprise a une belle image, on connaît plein de monde. Donc quand on commence à en parler, il y a plein de gens qui disent oh, « Non mais attends, c'est ce gars-là qu'il faut que vous rencontriez et tout ». Et franchement, en 2 mois et demi, 3 mois, on avait jeté notre dévolu. Et génial. Et donc après, il est arrivé en septembre, en janvier, j'étais parti. 4 mois de tuilage, terminé. 10 ans d'histoire auparavant, 4 mois de tuilage. Puis là, après, tu vois la réalité en face. Tu vois que tu n'es pas indispensable. Tu vois que la personne fait des choses qui permettent à l'entreprise aussi de prendre de l'air, de la respiration. Du coup, part sur un nouveau développement que toi, tu pensais pouvoir faire et que finalement, tu n'as pas réussi à faire. Bon, là, tu prends une bonne grosse dose d'humilité dans la figure. Là, tu prends cher. Tu l'as accepté facilement ou... Non, non, t'acceptes jamais ces trucs-là facilement. Tu philosophes tant que tu peux, mais inconsciemment, tu te dis, la claque. Mais voilà, mais t'apprends, tu grandis. Comme t'as une deuxième partie de vie à aborder avec plein de projets, eh ben, c'était peut-être la claque qu'il te fallait. Et alors on y vient justement, donc tu te retrouves donc du côté de Saint-Nazaire à discuter avec cette ETI, ils te disent bon allez cette fois qu'on veut. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, eh bien, tu prends une deuxième claque, où tu te rends compte que tu sais toujours aussi bien réfléchir, parce que l'entreprise, la situation dans laquelle tu étais, t'a mis dans des situations, et puis ton expérience fait que voilà, tu réfléchis bien, mais tu deviens lent, mou dans l'action. Donc tu perds beaucoup de temps, tu fais beaucoup de PowerPoint, tu te convaincs, et puis tu as réussi quand même, somme toute, sur Intuiti. Tu as une image, tu as un truc, donc tu commences à être un peu paralysé par la peur aussi de mal faire. Puis moi, j'avais eu une fâcheuse tendance à m'immerger avec tous les copains start-up, quoi. Toutes les start-up du numérique et tout ça. Et puis après, il y a une autre dose d'humilité qui est... tu arrives sur un marché qui est celui du transport, de la logistique, avec une forme de naïveté qui est bonne pour aborder nouvellement un marché. Mais en gros, tu te prends pour ce que tu n'es pas en te disant « Attends, on va révolutionner le truc, les mecs, ils n'y ont pas pensé. La techno, ça va complètement changer le sujet. » Et oui, ça pourrait, mais le truc, c'est qu'il y a des usages, il y a une politique, il y a une forme de corporatisme, il y a des réflexions qui ont été menées depuis très longtemps. L'optimisation du transport, je veux dire, c'est pas nouveau, quoi. Et donc, tu arrives là-dessus,
Et finalement, tu découvres au fur et à mesure, à chaque fois que tu ouvres une porte, tu dis ah non, ça a déjà été exploré. Ah non, ça a déjà été exploré. Ah non, waouh, il y en a qui ont essayé. Donc, tu cherches comment tu vas trouver ta voie là-dedans. Et donc, on l'a trouvé, hein, honnêtement, je pense, mais tardivement. Et donc, du coup, c'est dans la deuxième partie de l'entreprise où j'ai commencé, du coup, à un peu plus prendre mon pied. Parce que ça a été long. Il m'a fallu, franchement, 18 mois pour vraiment faire décoller le sujet, comprendre un peu où j'étais, etc. Voilà. Et puis, c'était long pour IDEA aussi, si tu veux. Potentiellement, moi, je repars avec un peu le sentiment de leur avoir fait perdre un peu de temps, tu vois. Mais bon. D'un autre côté, on était dans l'expérimentation. Et ça, là-dessus, ni eux ni nous, on s'était trompés là-dessus, quoi. Enfin, on s'était menti là-dessus, je veux dire. Voilà. Donc on développe ce produit, on développe cette intelligence artificielle, avec des guillemets, parce qu'au début, c'est d'abord des algorithmes. Hein. On est très loin du chat GPT, mais on développe un produit qui facilite vraiment la vie des personnes qui travaillent dans les entreprises de transport. Et j'ai eu un motif de satisfaction pas plus tard qu'il y a 48 heures, puisqu'en fait, donc cette entreprise, on l'a vendue avec le groupe IDEA. On a réussi à le valoriser, à le faire racheter par un acteur du marché. Et cet acteur du marché, j'ai regardé une vidéo il n'y a pas très longtemps, parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui devient Et j'ai vu une vidéo où il intervenait, et je voyais dans les images que dans leur produit, aujourd'hui, qui est complètement intégré, il y a tout notre algorithme qui fonctionne encore, et qui donne tout de même, qui apporte de la valeur ajoutée à ce qu'ils produisent. C'est pas le seul truc, hein, pas du tout la prétention de dire que c'est grâce à nous qu'aujourd'hui ils vivent, bien au contraire, hein, ils avaient pas forcément besoin de nous, parce que ils détiennent une très très grosse part du marché de ce point de vue-là, mais je pense qu'ils ont apporté un service qui était attendu et sur lesquels on est venu les bousculer, et aujourd'hui ils l'ont encore. Donc voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est encore là, et ça a été valorisé malgré tout. Ils nous l'ont racheté. Donc je reste pas sur une sensation d'échec, une frustration certes, mais pas sur une sensation d'échec. Donc cette aventure-là, elle a duré 5 ans, c'est ça ? Non, moins que ça. Septembre 2016, moi on a vendu en 2019. Donc ouais, 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans, ouais. Je veux dire, ouais. Et après, comment est-ce que tu as rebondi ? C'est là que l'étiquette un peu serial entrepreneur a commencé à me coller à la peau, parce que moi, j'avais pas prévu de faire que 3 ans sur 50 Truck, hein, j'avais bien prévu de faire plus. Ça s'est trouvé comme ça. Et ensuite, je pars 10 jours en montagne dans les Pyrénées avec mon chien, tout simplement parce que j'aime pas trop la solitude. Donc, ok, je t'ai pas posé la question, et je me dis, j'aurais peut-être dû te la poser. Non, vas-y, je t'en prie. Quel état d'esprit tu étais à ce moment-là, quand l'aventure 50 Truck s'est terminée ? Totale perte de confiance en moi. Parce que sur le moment, tu vois, maintenant je suis levain, je te dis, non, en fait, c'était pas un échec, on a réussi à en faire quelque chose, c'est valorisé. Mais sur le moment, tu le vis vraiment comme un échec, parce que j'avais une autre ambition pour ce projet. Donc ouais, on s'attendait à faire beaucoup mieux que ça, quoi. Voilà. Et j'aurais bien aimé faire mieux que ça. Ne serait-ce que pour la confiance aussi qu'on m'a accordée avec vis-à-vis d'IDEA, quoi. Tu vois. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Donc tu repars, ouais, avec un... Tu te dis, waouh, boum, ok, maintenant je fais quoi ? Puis hors de question de retourner sur Intuiti, hein, là ça y est, hein, tu connais plus la moitié de l'effectif, personne t'attend. Hein. Ouais, la page est tournée. La page est tournée, donc voilà. Donc retour à la case départ, tu te dis presque, tu vois. Puis là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de salaire qui tombe, il n'y a plus rien. T'as plus rien pour faire bouillir la marmite. Hein. Donc tu te dis, bon, ok. Donc bah, va en montagne, va marcher un peu. Et donc je suis parti marcher. Et puis au bout de 4 jours, le 4e jour, je reste dans le chalet que j'avais loué, tout volet fermé toute la journée. Juste à la lumière de l'ampoule de la cuisine. Et je gratte sur des feuilles A3 orange, je me souviens de la couleur. D'ailleurs, dans mon sac, j'ai toujours ces feuilles-là, en permanence avec moi. Où est-ce que t'es bon ? Où est-ce que t'es pas bon ? Qu'est-ce que t'aimes ? Qu'est-ce que t'aimes pas ? Qu'est-ce que tu sais faire où tu vois pas le temps passer ? Qu'est-ce que tu aimes de toi ? Qu'est-ce que t'aimes pas de toi ? Qu'est-ce que tu aurais rêvé d'être ? Voilà, tu grattes. Et puis quand t'es au pied du mur, tu te dis, mon gars, pose-toi les bonnes questions, tu vois. En fait, c'est ça. Et donc j'ai juste essayé de me poser les bonnes questions, quoi. Et donc tout ça fait que je sortais de là avec le projet que je suis en train de faire maintenant. Alors qu'on était en quelle année, excuse-moi ? On était en 2018. Septembre 2018. Okay. Et
On part en gala en Belgique avec mon associé de Haut Code, Jean-Baptiste Pontevy, pendant le dîner. Et lui, le petit Saligo, il avait déjà ça en tête, en fait. Il avait en tête qu'il avait envie de m'attirer vers le projet. Il me l'a dit après. Et voilà, forcément, qui dit Belgique dit bière, on boit un peu, l'euphorie s'installant. Ah, mais viens avec nous, viens sur ce projet, tu vas voir, c'est génial. Le projet est dingue, on peut faire un truc de fou, on a besoin de toi. Et tout. Et tu vois, t'es un peu en perte de confiance. On te dit, on a besoin de toi, tu vois. On a besoin de toi, on a besoin de tes compétences. Et puis le projet il brillait sur le papier parce que vraiment, technologie blockchain, ramener de la confiance dans les échanges et tout, il y avait un truc. Donc ma corde start-up se remettait à vibrer en mode, ah ouais, putain, on peut faire un truc de dingo, quoi. C'est hyper scalable, ça peut vraiment être un succès mondial et ça peut avoir de l'impact. Bon. Et puis, super envie de bosser avec JB, quoi. Le type adorable, super sympa, compétent, avec pareil, avec une forte capacité à entreprendre, tu vois, à se mettre en danger, à aller chercher des choses que personne n'irait chercher et tout. Donc voilà, ça me séduit, quoi. Et puis les deux autres associés, Dominique Chabot et Alice Calvez, que je rencontre après, qui me fascinent aussi, quoi. Donc je me dis, ok, bon, là il y a une super aventure à vivre. Ton projet, il est intemporel. Par contre, je leur dis dès le départ, je leur dis 45 ans, ce sera ma date limite de consommation. C'est-à-dire que moi, je veux lancer le projet que j'ai quand même dans les tripes. J'ai passé une journée entière à me dire que c'était absolument ça que je voulais faire. Donc j'en rêvais la nuit. C'était devenu... il m'obnubilait ce projet. Il était là, il était en moi tous les jours. Je me réveillais la nuit pour prendre des notes. Donc il était là, quoi. Donc j'ai dit, je vis l'aventure avec vous, je vous aide à l'amorçage, je fais partie de l'aventure du démarrage. De toute façon, je pense que je suis bon plus pour le démarrage qu'après, une fois que c'est lancé. Ouais, t'en fais pas, nous aussi, on est comme ça, pas de souci. Voilà. Et puis, il y a quelques mois, j'ai vu une fenêtre de tir où ce serait intéressant pour eux que je leur laisse aussi un espace de liberté, pour moi que je reprenne ma liberté. Et donc, je leur ai dit en septembre, je leur ai dit, écoutez, à la fin de l'année, stop, j'arrête. Je ressentais même que je pouvais être de trop, tu vois. C'était, et sans faire le caliméro là-dessus, pas du tout. Hein. C'est vraiment, je pense qu'à un moment donné, être à 4 têtes sur une entreprise, c'est pas évident. Et je pense que quand on commence à rentrer dans de l'exécution, où il faut accélérer, où ça y est, on a trouvé notre produit, notre marché, etc. 4 têtes, c'est une série d'injonctions contradictoires vis-à-vis des collaborateurs. C'est beaucoup de temps à se mettre d'accord entre nous. C'est déployer des efforts monstrueux de communication, de fluidité dans les échanges. Bon, il vaut mieux que ce soit plus raccourci. Et c'est ce que j'ai ressenti aussi à ce moment-là. Et donc, très bien. De toute façon, je bouillais intérieurement. Il fallait que je me lance sur ce projet. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai fait des troubles anxieux généralisés. Donc, troubles anxieux généralisés, TAG, c'est une pathologie. Hein, c'est à un moment donné, c'est que ton cerveau reptilien, la base de ton cerveau reptilien, qui est l'hypothalamus, qui se met à vibrer comme si tu étais en danger alors que tu ne l'es pas. D'accord. Donc dans des situations complètement improbables. Ça se traduit comment dans les Ça se traduit dans les faits, si tu veux, par le fait que voilà, on est là. Puis à un moment donné, il va y avoir, je sais pas, le moindre petit truc, par fatigue, tu vois, je vais avoir peut-être la tête qui va juste se décaler d'un demi-millimètre, mais je vais avoir l'impression, oula, qu'est-ce que j'ai fait là, un demi-malaise, quelque chose Ouais. Et là, c'est parti, la machine s'emballe. Bam, 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 bam. Et là, tu es là, tu serres tes poings, tu sens tes mains, tu te dis, mais attends, mais je sens plus du tout mon côté gauche, je suis pas bien, j'arrive plus à respirer, voilà. Et là, tu commences une crise panique. Et j'en ai fait une, la première que j'ai faite, ça devait être en 2004 ou 2005, tu vois, au début de, Artis. Et je me retrouve chez Geodis, un prospect, Geodis Kelmerson, dans le transport, tu vois. Et là, je fais un malaise vagal, un truc où j'avais l'impression de faire un AVC, tout le côté gauche paralysé, les pompiers qui arrivent, ils m'emmènent à l'hosto, ils me font tous les tests pour voir si effectivement ça va ou pas. Et je vois la fiche de l'interne qui, un peu plus loin après, qui dit aucun symptôme physique, pas de pathologie, etc. Angoisse, plus. Voilà. Ça t'était Voilà. jamais arrivé avant?
Avant, j'avais eu des épisodes paniques, mais que j'ai eu le sentiment de maîtriser, quoi. Et à partir de ce gros épisode-là, après, j'ai passé des lustres, je sais pas, moi, au moins 7-8 ans à combattre un peu ça et à me trouver des stratégies et tout. Sauf qu'à un moment donné, je me suis retrouvé en 2005 à devoir rester complètement alité. C'est-à-dire que dès que je sortais de ma chambre, j'avais le sentiment d'étouffer, quoi. Donc tu peux plus conduire, tu peux plus voir personne, tu peux plus... voilà. Et je venais d'avoir mon premier enfant, on était en train d'acheter notre maison. Mais tout ça, il y a un lien de cause à effet aussi. Je me suis mis une énorme pression, tu vois. Donc je vois les effets de la charge mentale, du stress, de l'angoisse du lendemain, de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir, tout ça, c'est... et moi, je suis quelqu'un qui va vite me voiler la face. Mais comme plein de dirigeants, il n'y a pas de souci, c'est non, t'avances, coûte que coûte, on y va, hop. Ou d'autres types de dirigeants qui sont dans la culpabilité de dire non, attends, ne regarde pas ce que tu es en ce moment, ne regarde pas à quoi tu es en train de penser, c'est pas de toi qu'il faut t'occuper, c'est des autres. Et du coup, tu te dis, ok, ça y est, c'est la fin de ma vie, quoi, en fait. Je pourrais plus jamais être libre, tu vois, je pourrais plus jamais être complètement à l'aise dans ce que je vais faire et tout ça. Je vais devoir, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me médicamenter et compagnie. Allez, hop, fin du game, quoi. Quand on est là, tu te dis, je fais quoi, quoi ? Et puis là, je trouve un super psychiatre qui est en essai clinique sur un produit. Moi, je voulais pas prendre de benzodiazépine. Benzodiazépine, c'est les Xanax, Lexomil, etc. Enfin, c'est des produits hyper addictifs et puis qui changent ta perception, qui altèrent ta perception, qui altèrent tes capacités cognitives. Et ça, je voulais pas de ça. C'était une petite mort pour moi de prendre des médocs comme ça. Et donc, le truc, c'est que lui, il avait un truc contre l'incontinence, qui est un produit qui était contre l'incontinence et dont ils ont découvert les effets bénéfiques sur la dépression. Parce que les troubles anxieux généralisés, c'est une forme de dépression, malgré tout. Et top, quoi. Je rentre dans l'essai clinique, je me pose même pas de questions. Je veux dire, de toute façon, j'étais au bout de ma vie. Donc, je prends le truc. Et en un mois, j'étais sur pied, quoi. Paf, c'est reparti. Plus d'angoisse. Plus rien. Ça y est, je suis de nouveau là, quoi. Et donc, ça y est, tu reprends pied, etc. Et puis, au bout d'un moment, tu tombes dans l'effet pervers du médicament qui fait que tu gagnes trop confiance en toi. Puis là, tu tombes dans d'autres excès. Du coup, là, tu te dis, attends, mais j'ai la vie devant moi, c'est génial et tout. Et là, je me suis retrouvé à sortir tenter plus, à faire des soirées tardives, alcoolisées. Et là, je suis passé dans l'autre phase de ma vie entrepreneuriale, quoi. Le stress. Ouais, il y a du stress. T'inquiète, on va l'exprimer autrement. On va l'exprimer dans l'excès, dans l'alcool, dans les sorties, voilà. Le côté, on n'a qu'une vie, quoi. Et donc là, du coup, reprise de la thérapie, arrêt du médoc, et puis voilà. Et c'est à partir de ce stade-là où je me suis dit, attends, la vie, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est pas à fond, et puis on verra. La vie, c'est une stratégie. On est tous dotés d'un corps, d'un esprit, de talents, de défauts, d'avantages, de lacunes, etc. Et en fonction de ce qu'on est, on adopte une stratégie. Donc, stratégie numéro 1, apprendre à se connaître. Je suis qui, je sais faire quoi, je peux le faire comment, c'est quoi mes capacités physiques, intellectuelles, mes limites. C'est important de savoir ça. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas bouger, mais c'est important de savoir où on en est là, sur l'instant. Et puis après, ok, c'est quoi mes stratégies, quoi. Sur les troubles dépressifs ou sur les troubles anxieux, le sport est une des meilleures thérapies. Moi, je n'étais pas sportif pour un sou. Ça m'emmerdait, j'avais horreur de ça, c'était pas mon truc. Je préférais largement passer un week-end avec des potes autour d'un barbecue, des bières et du vin. Sauf qu'en fait, l'alcool, c'est un psychotrope. Donc, qui dit psychotrope dit, tu prends, ça va beaucoup mieux. Sauf qu'une fois la redescente arrivée, ça va beaucoup moins bien qu'avant que tu aies pris ce breuvage. Bon, donc tu vois bien que de toute façon, c'est peine perdue. Donc, ok, il faut que je me mette au sport. Donc, je m'y mets, etc. Mais je te dis ça, c'est pas en une semaine. C'est une stratégie qui s'est installée en 8 ans, 7-8 ans. Où au fur et à mesure, tu reprends le contrôle sur toi-même, quoi. Et au bout d'un moment, ça crée des effets bénéfiques qui font que, au lieu de compenser ce que tu estimes être tes lacunes ou tes limites, tu t'ouvres un nouveau champ des possibles. Et là, tu te dis, waouh, punaise. Ah ouais, mais en fait, je suis capable de ça, je suis capable de ça, je suis capable de ça. Voilà. Et dans 15 jours,
Je me fais l'ascension du Mont Blanc parce que c'est un truc, depuis longtemps, où je me suis dit, ça, c'est le summum pour un trouble anxieux, quoi. D'aller dans un endroit où on estime avoir un point de non-retour, quoi. Et d'aller chercher dans son physique, on pense qu'on ne va pas réussir à le trouver, quoi. De toute façon, le jeu de la vie, il faut absolument trouver le plus vite possible son propre bonheur et son propre accomplissement pour pouvoir diffuser autour des... Enfin, tu vois, tu peux générer le bonheur autour de toi qu'à partir du moment où tu es aligné, toi, et heureux, quoi. Et je pense que le summum, et je pense que tous les strates d'âge, tu vois, c'est... D'âge en âge, hein, on n'a pas les mêmes trucs. À 20 ans, tu veux bouffer le monde. À 30 ans, tu veux ta baraque, ta belle bagnole, ton truc. Enfin, pardon, c'est très masculin comme approche, mais c'est vrai, un steak, une patate, une Porsche, hein, tu sais. Donc, voilà. Et puis, à 40, c'est une autre philosophie. Là, tu te dis, non mais attends, je suis en recherche de sens maintenant. Je veux trouver un accomplissement professionnel. Je veux que mes enfants, ils grandissent bien, que je puisse les accompagner au mieux. Et puis jusqu'à un moment où tu vas être de toute façon que dans la transmission, parce que c'est plus toi qui compte. La fin est inéluctable, entre quatre planches. Tu peux être le plus riche du cimetière si tu veux, hein, mais finalement, c'est quoi quelle trace tu laisses et comment tu aides les autres à vivre, quoi. Donc, bon, je suis pas de Mère Teresa non plus, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est qu'au fur et à mesure, tu vois bien que tu vas vers ça, quoi. Ouais. Et je pense que tu peux pas bien le faire si tu n'as pas déjà réglé un certain nombre de choses avec toi-même et que tu t'es pas complètement réalisé, quoi. Et alors, si on revient justement sur ton nouveau projet, Ouais. donc tu as écrit que ton constat de départ, c'est que la condition physique et mentale des dirigeants influe directement sur la performance de l'entreprise et sur leur équilibre personnel. Donc, c'est un peu tout ce que tu nous racontes là. Ouais. Raconte-nous du coup ce projet. Écoute, ça part d'un constat qui est le plus important qu'on puisse avoir dans la vie, c'est la santé. Ça paraît complètement con à dire comme ça, et surtout la santé, hein, chaque année, bien sûr, au moment du jour de l'an. N'empêche que on n'a aucune idée de l'importance de sa santé tant qu'on est en bonne santé. Et pourtant, quand on ne l'a plus, ou quand quelque chose nous fauche un peu, ou nous diminue, mais même une petite grippe, hein, même une petite grippe, ça nous diminue 4-5 jours. Quand on est entrepreneur, mais on est frustré parce que ça continue d'avancer dehors et puis on a envie de continuer à faire avancer notre projet et puis on n'est pas bien et puis ça génère de la fatigue un peu sur le long terme, etc. Et quand on est diminué, ça diminue nos capacités cognitives, ça trouble notre humeur, ça diminue l'équilibre de notre appétit ou ce qu'on a envie de manger, ça diminue notre capacité à nous dépenser, ça diminue donc la qualité de notre sommeil, ça diminue... Bref, en fait, c'est tout un cercle vicieux qui s'installe. Là où finalement, quelque entrepreneur que ce soit, et encore une fois, entrepreneur avec un grand E, hein, je glorifie pas que la création d'entreprise, hein, là-dedans, on a besoin d'une capacité de discernement, de lucidité qui doit être au quotidien au top. On a besoin d'une constance et une disponibilité pour nos collaborateurs et notre entourage qui doit être hyper bonne, malgré une charge mentale et un stress quand même important. On a besoin de combativité, on a besoin surtout aujourd'hui d'optimisme, d'audace. Tout ça on le fait parce qu'on se sent bien, quoi. Et se sentir bien, c'est être en bonne santé, c'est sûr, mais c'est aussi, c'est aussi des facteurs hormonaux. C'est qu'est-ce que j'envoie comme hormones, comme molécules, tout ça c'est chimique, c'est hyper chimique. Donc la façon dont je traite mon corps, mon esprit, si je m'ignore, à un moment donné, je vais diminuer de 5% ou de 95%, tout dépend jusqu'à quel point on s'ignore, quoi. Alors qu'on a envie d'être à 100% au top de notre forme. Donc partant de ce constat-là, je suis parti du principe que, ok, pour le coup là, notamment les dirigeants, les chefs d'entreprise, on est des athlètes de haut niveau qui s'ignorent. On oublie de penser que en fait, c'est une compétition régulière, quotidienne. En tout cas, on doit être à un niveau de compétition. Je ne parle pas de compétition contre les autres et tout, hein, pas le côté péjoratif, mais en tout cas, on doit se sentir bien au quotidien et tout ça, ça demande qualité de sommeil, qualité nutritionnelle, qualité du mental, stabilité psychologique et le plaisir. Attention, hein, et le plaisir, ça compte énormément, quoi. Tout ça, il faut le prendre en compte et il faut y faire gaffe. Et en règle générale, on n'y fait pas assez attention. Parce que si on a peur qu'en s'écoutant, on entende des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Et que c'est parce qu'on va chercher qu'on va trouver un truc. Bah oui, mais bon, si on trouve un truc, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose aussi, quoi. Voilà. Donc c'est ça l'origine du projet. Et après, moi, je veux faire un truc qui me ressemble et dans lequel j'ai envie de me sentir bien aussi. Donc il y a cet aspect médical, il y a cet aspect culture du corps, du mental, de l'esprit, de la santé. Mais tout ça, je veux le mettre dans un écrin qui est un écrin de club. C'est pour ça que c'est Club Santé.
c'est un endroit où je vais pouvoir croiser un certain nombre de personnes, où il va y avoir des frictions positives entre les personnes, des rencontres qui peuvent avoir du sens. Je veux un endroit dans lequel je me sens bien, qui va pouvoir me créer une parenthèse dans ma semaine, où je sais qu'à cet endroit-là, on va prendre soin de moi, je vais pouvoir prendre soin de moi, je vais pouvoir m'accorder un peu de temps, et du temps efficace. Parce que si je fais ça, je sais que ça ressurgit sur les temps professionnels que je vais avoir par ailleurs. Donc tout ça dans une sorte de club à l'anglaise, du 19e, mais ancré dans le 21e. Donc j'y tiens parce que je le dis parce que aussi parfois présenté comme ça fait pas assez mixte non plus comme approche. Donc et moi je veux absolument cette mixité. Tous les chefs d'entreprise et chefs d'entreprise ont besoin de cette attention, ont besoin d'être accompagnés. D'ailleurs pas toujours pour les mêmes raisons. Et donc je veux que ça soit un endroit où on a envie de venir, un tiers-lieu, un pied-à-terre pour venir m'isoler, travailler, faire du sport, consulter les différents praticiens, inviter quelqu'un, manger, boire un coup. Voilà, Et là, donc, tu me disais que tu étais en phase de test. Ouais. C'est intéressant parce que du coup, tu es allé chercher des chefs dirigeants pour faire un peu tes cobayes, si je peux me Ouais. permettre de dire ça. Quels sont déjà les premiers retours que tu as aujourd'hui là-dessus par rapport à cette approche ? Donc 10 chefs et chefs d'entreprise qui font ce premier MVP, comme on dit, ce produit minimum viable, qui est en fait un bilan de santé, avec un médecin généraliste qui va être impliqué dans le projet pour ces bilans de santé. Donc là, l'idée, c'est de voir où est-ce qu'on en est. Donc on fait un bilan de santé hyper poussé, un peu ce qui peut se passer à Paris avec l'hôpital des Américains, par exemple, des choses comme ça. Où là, ça va du test d'effort cardio avec échographie du cœur pendant l'effort, ça échographie abdominale, biologie, donc une prise de sang, une radio des poumons, examen ophtalmologique, audiométrie, pour savoir un peu où on en est aussi de l'audition, parce que c'est des choses auxquelles on fait très peu gaffe. Personne ne sait vraiment où il en est de son audition, d'ailleurs, c'est drôle. Voilà, et puis examen clinique régulier. En fait, l'idée, c'est de mettre les dirigeants et les dirigeantes dans une logique de prévention. Vous ne venez pas chez le médecin, là, avec nous, pour guérir quelque chose, et où potentiellement, ça prendrait plus de temps à guérir, où il peut y avoir des conséquences. Non, vous venez dans une logique de prévention. Donc, chaque année, un check-up annuel, et ensuite des rendez-vous de suivi réguliers, avec un ou des médecins qui connaissent parfaitement votre dossier. Et pour les retours, bien écoute, tu en as qui se prêtent volontiers à l'exercice, en se disant... Moi, tout va bien, ils ne trouveront rien du tout. Et puis, de toute façon, je fais attention à moi, etc. OK. Et puis, tu en as d'autres qui hésitent un peu à venir parce qu'ils se disent j'ai pas du tout envie de savoir potentiellement ce qu'ils pourraient trouver. C'est intéressant. Donc, nous, on fait ça avec délectation, de se dire OK, on a hâte que les 10 bilans soient faits pour qu'ils nous fassent un retour sur OK, utile, pas utile, quali, pas quali, trop, pas assez. Surprenant, attendu, voilà. On a hâte de savoir un peu ce que ça va donner. Ouais. Et si je reviens du coup sur les médecins, les experts que tu vas chercher, comment est-ce que tu es allé justement les chercher ? Comment est-ce que tu les as approchés ? Parce que c'est important, j'imagine, pour les dirigeants d'être aussi rassurés là-dessus. Enfin, je veux dire, les formations en médecine en France sont quand même hyper pointues, hyper poussées, donc... à part des gens qui ont fait énormément d'études cliniques, qui ont fait beaucoup de publications, etc., qui du coup peuvent être très spécialisés sur certaines choses, je ne pense pas qu'on puisse dire que dans la médecine, il y a des très bons médecins, des moins bons, enfin, voilà, je ne me risquerais surtout pas à faire un casting en me disant je vais aller voir que les pontes de telle ou telle discipline. Non, je pense que... là, ce qu'on cherche surtout, c'est la commodité. Donc, le choix se fait plutôt sur notre capacité à réunir des médecins dans un secteur géographique assez proche, qui fait que pour le bilan de santé, on peut arriver à faire ça dans une matinée ou un truc comme ça. Ça, c'est la première chose. L'autre point, après, c'est la pluridisciplinarité. Donc, effectivement, on va essayer de chercher... cardio, ORL, radiologie, imagerie, voilà, laboratoire d'analyse, etc. Mais tout le monde c'est tous des spécialistes, quoi. Ouais. Et à partir de là, moi, mon critère, c'est plus leur disponibilité et leur envie de participer à ça, donc leur capacité à s'organiser autour de ça, parce que
Aujourd'hui, on voit bien, les rendez-vous, c'est à 4 à 6 mois. Hein. Donc voilà, c'est ça le critère. Pour le reste, ils sont tous ultra compétents. En tout cas, moi, j'ai aucun doute là-dessus, quoi. Donc là, MVP jusqu'à quand? MVP jusqu'à fin juillet, Ouais. sur ces 10 personnes-là. Lancement des premiers bilans de santé en commercialisation début septembre. Début ou fin septembre, on verra si jamais on a un peu de retard là sur ce qu'on a à faire, notamment à cause des disponibilités sur les examens complémentaires. Et puis ensuite, fin d'année, ce qu'on espère, c'est du coup lancer les programmes avec donc une forme pluridisciplinaire d'accompagnement, préparation physique, préparation mentale, nutrition, psycho, thérapeute sommeil et médecin généraliste. Et donc d'avoir un programme d'accompagnement comme ça à l'année. Soit parce que j'estime que je peux améliorer mes capacités grâce à un suivi comme ça, soit parce que je considère que mes capacités sont très bonnes aujourd'hui, il n'y a pas de problème, je n'ai pas envie d'aller chercher de surperformance ou quoi que ce soit, mais je veux m'assurer de rester en forme et je veux vieillir en bonne santé. Soit, plus ponctuellement, des gens qui ont un challenge perso, un challenge professionnel, une grosse levée de fonds à venir, donc je vais être au top de ma forme, ou je veux me faire l'ultra trail marin du golfe du Morbihan, bon bah je veux préparer ça sérieusement et de manière interdisciplinaire. Voilà. Je vais te questionner un peu sur ta fibre entrepreneuriale. Tu arrives toujours à créer de nouvelles idées de business, à les monter. Enfin, c'est assez impressionnant quand même cette capacité que tu as de rebondir à chaque fois et de te renouveler et d'aller sur des territoires qui sont complètement différents. Je voulais savoir si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur demain qui souhaite se lancer, ce serait lequel? Bah oui, c'est un peu la question à 100 000 $, ça. Je pense que de tous ceux que je rencontre, il y a une constante, je trouve, qui se dessine et qui est celle un peu que j'ai aussi en moi. C'est d'abord, je précise que le projet que je suis en train de faire là, je pense que c'est le projet pour lequel j'ai toujours été destiné. Et que les autres projets, c'était le chemin pour y arriver. Tu vois. Donc, c'est différent que de se projeter en disant ah, bah, je touche à tout, et puis tiens, en fonction des opportunités, tac, tac, je vais par-ci, par-là. Tiens, hop, j'ai une nouvelle idée, tiens, allez, hop, j'y vais. En fait, je pense que c'était un chemin pour lequel que j'ai suivi pour arriver à ça. Donc ça m'amène au premier conseil qui est faut vraiment être humble dans l'approche qu'on a de son projet et à la fois pas trop non plus, parce que c'est-à-dire que faut être humble dans l'écoute, dans la rencontre, dans l'apprentissage, voilà, faut faire confiance au chemin que le destin sur lequel veut bien nous emmener, voir tout ce qui nous entoure comme une opportunité de curiosité, d'exploration, etc. Ça, c'est important. Et à la fois, il faut aussi bien savoir ce qu'on veut, avoir une bonne ambition, parce que le chemin est quand même semé d'embûches. Donc, il faut de l'envie, quoi. Il faut de l'envie le matin, il faut une raison d'aller vers ça. Alors, ça peut être une raison très personnelle d'accomplissement personnel, ça peut être une raison plus exogène je veux avoir un impact là-dessus, ça me met en colère que ça n'avance pas suffisamment sur ce sujet. Donc, c'est ce qui me fait me lever. Je connais des chefs d'entreprise, c'est leurs propres névroses aussi qui sont leur moteur, ou des blessures personnelles. En tout cas, voilà, il faut cette envie, cette passion. Et tout ça, bah, ça se ressent aussi dans les rencontres qu'on fait, les gens le ressentent. Quand il y a cette envie, cet alignement avec le projet sur lequel on est, etc. Si c'est qu'un sujet de pognon, à un moment donné, il va y avoir un problème. Parce que ça travestira le projet, parce que c'est malsain, parce qu'on le sent, les gens le sentent. Et typiquement, on parlait de territoire tout à l'heure. À Nantes, ça se voit très vite, les gens qui peuvent avoir les dents qui raillent le parquet. Je pense que c'est pas un moteur suffisant. C'est une fin en soi, c'est un outil qui est hyper important. Hein. Il faut quand même aimer l'argent pour être dans une logique à générer du profit qui lui-même peut être réinvesti et tout. Enfin, je veux dire, je vis pas dans un monde de bisounours, mais par contre, si c'est une fin en soi, on se trompe de combat, quoi. Et justement, ça fait une parfaite transition avec la fin de mon interview et avec les dernières questions qui portent sur Nantes. Je voulais te demander finalement, pourquoi est-ce que selon toi, Nantes séduit autant les entrepreneurs ? Comme il y a cette porosité, cette capillarité entre les mondes, du coup, c'est plus facile d'entreprendre ici. Déjà, bon, il y a moins foule, parce qu'à Paris, je veux dire, pour sortir son épingle du jeu, c'est quand même pas évident. Hein. Là, il y a de la place pour tout le monde. Les portes s'ouvrent facilement. J'ai rarement vu ou entendu des personnes qui n'arrivaient pas à rencontrer telle ou telle personne, même qui n'étaient pas en contact forcément direct. Mais quand les gens ont une demande
spécifique, précise, avec un objectif précis, et que ça va durer 15, 20, 30 minutes, franchement, j'ai l'impression que toutes les portes s'ouvrent à Nantes, pour n'importe qui. Voilà. Et puis, on a les conditions économiques qui vont bien, quoi. C'est un vrai bon foyer de compétences. Alors j'allais dire, la vie n'est pas trop chère, c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Je trouve qu'on a vite rattrapé un certain nombre de prix parisiens pour beaucoup de choses, y compris le dumping immobilier. Mais bon, en tout cas, ça reste plus facile de vivre à Nantes qu'à Paris. Il y a l'art de vivre à la nantaise aussi. On peut dire ce qu'on veut sur les détracteurs de Nantes en ce moment, notamment sur des aspects d'insalubrité, de sécurité, etc. C'est une réalité, ça a augmenté. Mais bon, la ville a vachement grandi aussi. Donc, elle vit avec sa taille. Donc, mais pour le reste, quand même, on est à 30 minutes de la côte. C'est une ville qui est quand même assez aérée, avec plusieurs quartiers. On peut vivre un peu... c'est pas un centre-ville trop concentré, etc. On a la Loire qui est une belle activité. Il y a un dynamisme économique où il y a des belles entreprises, que ce soit dans l'industrie, dans les pôles de compétitivité. Donc voilà, c'est cette richesse, en fait. Cette richesse qui fait que c'est simple d'arriver. Il y a plein de structures d'accompagnement. Le Palace, la cantine, pour les boîtes plus du numérique. Mais le Palace, c'est vachement diversifié aussi. Il n'y a pas que des boîtes du numérique. Il y a les Decathlon, il y a d'autres boîtes comme ça qui arrivent et qui se disent, tiens, c'est là que je veux être, quoi. Il y a les pôles de compétitivité qui sont là aussi pour accueillir et créer cette capillarité. Il y a Nantes Saint-Nazaire Développement qui est une structure hyper dynamique aussi pour accueillir sur le territoire, avec une vraie stratégie de développement de la ville, avec un développement durable derrière cette stratégie. Je pense que c'est ça s'ouvre, c'est facile. Ouais. Ok. Et toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes ? Qu'est-ce que j'aime faire à Nantes ? Écoute, ces derniers temps, j'aime beaucoup aller sur la côte plutôt qu'à Nantes, j'avoue. J'y trouve un peu mon petit espace, mon nouvel espace de liberté. Et puis ça me permet de changer d'air. Mais typiquement, ce que j'aime faire à Nantes, souvent c'est quand même les pince-fesses nantais. Parce que ça me permet de voir à la fois les copains, découvrir de nouvelles personnes. C'est toujours des bons moments. Donc ça, dans le milieu professionnel. Et d'un point de vue plus personnel, les week-ends, c'est souvent un peu sportif ces temps-ci, là, parce qu'avec la préparation du Mont Blanc, ça demande un peu de boulot. J'ai mes 2 Mont Blanc cette année. Recréer ma propre structure tout seul et faire ce sommet, aller au bout, en tout cas honorer toute la préparation là, que j'ai fait là. Et puis si j'y arrive pas, écoute, le pire qui me sera arrivé, c'est que j'aurais pris soin de moi pendant 6 mois. Eh ben, merci Vincent, on va s'arrêter là-dessus, sur cette belle merci beaucoup, note Léna. positive. Merci pour ce beau moment. Et à très bientôt. À bientôt, merci. Bravo à toi, cher auditeur, qui est allé au bout de cet épisode. Si tu l'as aimé, merci de le partager largement autour de toi. Et puis si tu veux m'aider à faire connaître et grandir Rayonnante, eh bien tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.